J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Nous, ça a été, sans trop de problèmes. Vous allez le voir, l'équipe est en pleine forme. C'est notre 71e numéro. Et l'équipe en question, elle se compose cette semaine de Xavier qui m'a rejoint en studio. Salut Xavier. Et puis également de Seb qui est tout assez... il est tout de travers, il est tout assez... Oui, tu peux un petit peu remonter. Je peux. Si c'est possible. Alors au niveau du son, évidemment, ça ne changera pas grand-chose. Mais au niveau de l'image, ce sera plus sympathique. Voilà. C'est donc notre 71e épisode qu'on vous propose. Avant d'entamer notre abécédaire, déjà, merci à tous ceux qui ont commenté le hors-série de la semaine dernière avec Marc sur Facebook. Manifestement, c'est une présentation qui a plu sur Facebook et sur Surface Pro 4. T'as pu y toucher depuis la semaine dernière Non, je n'y ai finalement pas touché. Là. Parce qu'il était question qu'il aille tripoter. Tout à fait. Et ça n'a pas été... C'était prévu, mais ça n'a pas été les tripoter Marc ? Non, pas Marc. Son engin, quoi. Voilà. Soyons précis, c'était plutôt son appareil. Oui. Donc, on parle de Surface Pro 4 et de Surface Book. On vous renvoie donc à ce hors-série qui déjà a beaucoup intéressé pas mal de gens et on nous l'a signalé. Et donc, on remercie ceux qui nous ont remerciés. On a reçu le courrier également suite au numéro 69. Il y a quelqu'un, Sébastien, qui demande que tu termines tes phrases, s'il te plaît. Comment ça ? Tu iras voir en commentaire du 69e épisode. Il paraît que tu ne finis pas tes phrases, mais que Benoît est très précis dans ses explications, ce qui est vrai également. C'est un troll ? Peut-être. Et puis, sur le numéro de la semaine dernière, l'épisode 70, c'est Cubignol qui nous a posé une question. Enfin, une large question, je serais tenté de dire que je n'ai évidemment plus sous les yeux. Si, la voilà. Donc, il aimerait bien, à l'occasion, avoir notre avis sur l'offre de Microsoft qui insiste très très fort pour que les utilisateurs Windows 7 et Windows 8 passent à Windows 10. Il a entendu tout et son contraire à ce sujet, c'est pas faux. Doit-il se laisser tenter ? Pourra-t-il revenir en arrière avec un backup s'il est déçu, etc. Tout ça, ce sont des questions ouvertes, évidemment. Mon PC va-t-il se mettre à ramer ? Ça dépend. Ça dépend du PC, surtout, je pense. Vais-je devoir hypothéquer ma maison pour acheter de la RAM ? Non, mais peut-être vendre un rein, pourquoi pas. Peut-on fonctionner avec un dual boot qui me permettrait d'avoir les deux versions ? Voilà. Toutes ces questions-là, on va essayer d'y répondre très rapidement. C'est Xavier qui s'y colle pour le coup, je pense. Voilà. Non ? Donc je vais donner mon avis sur la question. Oui. Moi, je suis passé assez tôt à Windows 10. Je veux dire que j'ai vraiment eu aucun souci et l'installation s'est faite vraiment très facilement. Alors juste un petit rappel, c'est que pour profiter de la mise à jour gratuite à Microsoft, on a eu une période d'exactement 1 an. Oui. Et donc cette période se termine le 29 juillet 2016. Donc si vous voulez passer gratuitement à Windows 10, vous avez jusqu'à cette date, pour autant que vous soyez sur un Windows 7 ou un Windows 8 ou 8.1, pour faire cette mise à jour gratuite. Donc elle est très facile à faire, mais on vous conseille évidemment de faire une mise à jour, une sauvegarde au préalable. Alors il est également possible de revenir en arrière. Ça se fait via les paramètres. On a un écran de restauration qu'on va voir en principe à l'image et qui permet très facilement de rétrograder vers Windows 7 ou Windows 8, enfin bref, la version précédente qui était installée. Alors, pour quelles raisons ne passerait-on pas à Windows 10 ? Windows 10 a été critiqué principalement par rapport à la confidentialité des données. Donc, ils ont inclus pas mal de choses qui, dans les paramètres, sont activées par défaut et qui permettent de surveiller un petit peu votre historique et vos habitudes. Et alors, l'une des dernières questions, c'était est-ce qu'il va pouvoir tester ça via, par exemple, un dual boot ou bien une autre solution ? C'est possible. Donc, on peut installer Windows 10 en dual boot avec une version précédente. Il suffit de faire une partition et d'installer l'OS sur cette partition. Mais un moyen plus simple, peut-être, si on a une machine qui le permet, c'est d'installer simplement une machine virtuelle. On pense par exemple à des outils gratuits comme VirtualBox qui vont vous permettre de faire un test réellement sans impacter
aucunement votre machine. Et c'est c'est pas un test tronqué, c'est pas, c'est vraiment un test fonctionnel. Si on l'installe sur une autre partition, c'est une nouvelle installation, c'est considéré comme une mise à jour. On va faire une nouvelle installation. Donc l'idéal, c'est de créer un disque d'installation. Il y a un logiciel qu'on peut télécharger pour créer un disque d'installation si on a un Windows déjà installé. Et on va pouvoir faire une installation sur une partition. Ou alors on peut faire l'inverse, c'est faire une mise à jour et puis réinstaller un Windows le précédent sur une autre partition. C'est peut-être préférable même peut-être. À voir. Seb, un avis sur la question peut-être au sujet de la RAM par exemple, et toutes des données un petit peu plus techniques, enfin hardware en tout cas. Normalement, si ça fonctionne avec un 7, un 8, ça fonctionne avec Windows 10. Tout à fait. Oui, là-dessus, ils n'ont pas changé fondamentalement les choses. Ça demande pas une plus grosse machine. Au niveau stabilité, Marc et moi, je t'ai parlé pour lui, même s'il n'est pas là aujourd'hui, on n'est pas encore convaincus. On l'a fait sur quelques machines au bureau. On a une série de laptops avec tous les gars qui bossent chez nous. Donc, ça marche plus ou moins. Donc ça marche pas mal sur la plupart des laptops, mais on a quand même eu des machines qui se sont éclatées sans raison apparente. Donc on en a quand même sur 10, on en a quand même déjà perdu 2, qu'on a dû réinstaller de zéro. Donc les upgrades n'ont pas toutes été exceptionnelles. Et voilà, je dirais, je suis pas totalement encore convaincu, moi, par l'obligation d'y passer. Je dis pas que le Windows 10 est mal, il est certainement très bien, et si j'ai une machine de zéro, peut-être que j'y passerai parce que je serai obligé. Mais mon Windows 7 aujourd'hui ne me bloque en rien vis-à-vis de ce qui est disponible comme soft sur Windows 10. Donc voilà, tu vois, il n'y a rien qui peut me forcer de la part de Microsoft à dire tu dois y passer. Mais il n'y a rien qui pourrait t'en empêcher non plus. Non. À contrario aussi. À contrario, j'utilise encore pas mal d'outils de développement qui même sur Windows Vista me disaient déjà attention, ils sont plus compatibles et ils continuent à fonctionner très bien sur Windows 7 et j'ai pas forcément envie de tenter le diable de ne plus pouvoir travailler avec ces logiciels pour le moment. Donc je les ai jamais testés, ça c'est de la fainéantise, ils doivent fonctionner sur Windows 10 mais j'ai pas envie de passer le temps pour le faire. Ma machine tourne très bien sur Windows 7 et j'ai tout quoi. La plupart des gens ils ont besoin de quoi? Un navigateur, un truc pour lire leurs mails, un Skype et un truc comme ça, et tout ça fonctionne bien sur Windows 7. C'était un peu le problème avec XP aussi, c'est que tout le monde trouvait que sa machine tournait comme une horloge suisse, enfin en tout cas quand elle était bien, quand on avait bien chipoté dedans, qu'on avait un petit peu tripoté le moteur, ça fonctionnait plutôt pas mal, il faut bien le reconnaître, et le passage à Windows 7, finalement, quel était l'intérêt? Enfin c'était un petit peu, on a eu le même genre de comportement quoi. Une des raisons de mettre à jour dans les délais, c'est de ne pas devoir acheter la licence de Windows 10 le jour ou d'une autre version, le jour où le support pour Windows 7 sera terminé. Donc ça peut être une raison... Ça l'est sur une ancienne machine, mais comme maintenant, au fur et à mesure que les années passent, les machines deviennent plus déconsommables qu'autre chose. Tu construis plus ta tour pour les 10 prochaines années. J'ai abandonné ma tour il y a déjà quelques années pour un laptop, et le laptop a une durée de vie de quelques années au maximum, donc 3-4 ans, et voilà, il est probablement déjà à la moitié de sa vie. Et puis mon laptop, il sera tout déglingué, donc il faudra que j'en change. Et à ce moment-là, j'aurai pas le choix, je serai en Windows 10 et il sera fourni avec le laptop. Donc au niveau du pricing, c'est très bien qu'il soit gratuit, mais ça ne change rien. Mon prochain sera gratuit aussi, il le sera toujours quand j'achèterai ma machine. C'est pas ça qui va me forcer à passer quoi. Il y a encore on voit encore aujourd'hui des machines avec Windows 7, vous le confirmez tous les deux. Oui, tout à fait. En entreprise, c'est très très courant parce que en entreprise et dans les toutes grosses entreprises en plus, le déploiement d'un nouvel OS, ça pose souvent question, il faut qu'il soit éprouvé, analysé, etc. avant de pouvoir y passer. Et donc forcément, en attendant, il faut quand même continuer à bosser. Et donc beaucoup d'entreprises sont restées encore sous 7, ce qui explique aussi les chiffres qui progressent un petit peu. Pour Windows 10, chaque fois, il y a des paliers qui sont pris. Ils forcent aussi l'installation, ou la proposition en tout cas de l'installation. C'est une des mises à jour qui a été la plus rapide, effectivement. Oui, c'est ça. C'est le système qui a permis ça, certainement aussi. Ok, je sais pas, si on a fait le tour de cette question, pour que tout le monde soit d'accord, c'est une question qui intéressait tout le monde, pas uniquement
notre auditeur, donc on s'est permis de prendre un petit peu de temps au tout début de cet épisode 71 pour répondre à ces interrogations. Et on peut là commencer notre abécédaire classique et traditionnel avec la lettre A, non pas comme Apple pour ce coup-ci, mais A pour A comme... je vais y arriver. Tu veux que je termine ta phrase ? A comme acoustique, voilà, je vais reprendre de l'oxygène. A comme acoustique, Xavier, avec une enseigne qui s'appelle A. Voilà, Justement, on va parler de A. Ah. Qui est un périphérique qui a été inventé par une société française qui se présente sous la forme d'un petit carré de 20 cm sur 20 et qui est doté de 200 tout petits haut-parleurs qui sont regroupés en hexagones. Le regroupement de ces hexagones va permettre en fait de diffuser le son sur un faisceau d'une largeur d'environ 50 cm qui est juste assez pour qu'il soit audible par une personne. Donc en fait, la particularité de cette enceinte, c'est que seule la personne qui va se trouver dans le faisceau va entendre le son. Un projecteur à son, quoi. Exactement. Et donc, très étonnant. La restitution sonore n'est pas exceptionnelle. C'est lié évidemment à la technique qui est utilisée. Mais par contre, ça permet à toutes des personnes qui veulent écouter leur contenu audio d'une manière sans perturber donc les autres. Donc monsieur pourrait écouter les technos dans son plumard à côté de madame qui, elle, écoute en train de dormir ou écouter autre chose. Tout à fait. Et c'est apparemment, d'après les tests que j'ai vus, c'est assez efficace. Et donc, Acoustic Arts, qui est la société qui développe ça, va lancer une campagne Indiegogo le 16 mars. Il y aura 2 modèles qui vont être proposés. Donc, le modèle dont j'ai parlé de 20 cm sur 20 qui sera à 440 € au lieu de 960 € qui est le prix attendu, ou alors il y a le A Junior qui fera 9 cm sur 9 qui sera à 190 € au lieu des 600 € prévus. Alors pour le moment la connectivité n'est apparemment qu'avec une prise audio jack, mais une version Bluetooth devrait être prévue en 2017 si la campagne Indiegogo est un succès. Et donc on peut les regrouper pour, j'imagine, avoir plus de puissance ou pouvoir les placer plus loin ou des choses comme ça. Et donc apparemment ils ont déjà fait des tests dans le réseau RATP qui est l'équivalent de la STIB chez nous à Bruxelles, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, ça permet vraiment de diffuser des contenus de manière ciblée vers une personne ou un endroit très précis dans un magasin par exemple. Il faut le voir un peu comme les freins, il faut le voir sur soi. Il faut le voir chez soi surtout. Je trouve ça très très particulier. J'avais déjà vu des choses qui fonctionnaient mais avec des systèmes d'opposition de phase et des choses comme ça, mais de cette manière-là j'avais encore jamais vu ça et j'ai pas entendu, donc moi je suis comme Saint Thomas. Mais avec les oreilles. D'un autre côté, un baffle en hexagone pour une société française, ça s'invente pas. Hein. Oui, ça me paraît assez... Oui, effectivement. Mais je ne vois pas quoi rajouter à ça, donc on va passer à la suite. Par exemple, à la lettre A toujours, mais comme Apple cette fois. Apple qui pourrait lancer un iPhone et un nouvel iPad le 21 mars, puisque c'est annoncé là. Il y a Keynote en prévision. Voilà. Alors c'est officiel, ils ont lancé l'invitation le 21 mars, donc dans une dizaine de jours, même plus, quand vous nous écouterez, il y a un événement qui est prévu au Headquarters de nos amis Apple. Alors pour le moment il y a juste l'invitation avec Let us loop you in, donc il y a juste une petite phrase d'accroche et on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais les rumeurs vont bon train et les rumeurs annoncent un iPhone 5 SE pour suivre l'iPhone 5C. Oui. Donc c'est un peu, on reste toujours dans le 5. Je sais pas combien de fois on va le sortir, si c'est le cas. Mais avec un écran de la même taille. Un 4 pouces. Un 4 pouces, oui. Un iPad Pro 9,7 pouces, un 10 pouces, quoi. Et voilà, je ne comprends pas non plus tout à fait le principe, parce que les iPads en 10 pouces, on en avait déjà. Pourquoi est-ce qu'on ferait maintenant du Pro en 10 pouces ? Bref, et peut-être une nouvelle une mise à jour de la gamme MacBook et quelques petites mises à jour sur l'Apple Watch. Donc pour le moment, c'est un peu flou. Tout est possible. Oui, tout est possible. Tout est possible. Des rumeurs, il y en aura toujours. Et il y en a effectivement
effectivement, sur ce que sera le futur iPhone. Sur l'iPhone 5 SE, il y a peu de mystère. Hein. On en a déjà beaucoup parlé. Il me semble que ce soit quasiment certain, enfin que ce soit juste une annonce, parce que pour le reste, on sait à peu près tout sur cet appareil. C'est pas la saison, hein, normalement, c'est plutôt septembre. Hein. Oui, c'est possible. De mémoire. Pour ce type d'appareil, oui, c'est plutôt septembre, il me semble. On verra bien. Je me souviens. Hein. Voilà, on essaiera de s'en faire le relais. C'est un lundi, donc on fera ça. On en parlera certainement dans l'épisode qui suivra ce 21 mars, donc le 25, quelque chose comme ça. On en reparlera à ce moment-là dans un épisode classique, si vous le voulez bien. Je fais juste une petite parenthèse pour dire que par rapport au smartphone et aux sorties, etc., on vous proposera d'ici 2 petites semaines le temps de bien tester à fond le Samsung Galaxy S7. Sébastien, tu me confirmes. Donc Sébastien le teste de son côté, Marc le test du sien, et donc on aura le clash entre les deux utilisateurs pour savoir voilà. Mais ce sera intéressant d'avoir les deux sons de cloche, si j'ose dire. Hein. C'est pas à Campus, donc ça tombera à peu près à Pâques. Donc on aura 2 sons de cloche à Pâques concernant le Galaxy S7. Voilà qui est fait. Je referme la parenthèse. On reste à la lettre A. Ah, comme Amazon, cette fois, Seb. Amazon qui va louer des Boeing, me dis-tu. Voilà, alors ils vont louer 20 Boeing. On en avait déjà parlé il y a pas mal de temps, qui voulaient se lancer dans tout ce qui était transport aérien et transport maritime. Donc c'était annoncé, ils avaient demandé des licences, blablabla. Maintenant c'est plus qu'annoncé. Ils ont commandé, loué pour entre 5 à 7 ans des Boeing 767 en transport. Hein, donc c'est pas pour des passagers, c'est vraiment ici transport marchandises. 20 Boeing, c'est pas mal quand même, il y a de quoi. Le but n'étant pas de faire transporter leurs marchandises vers ailleurs que les États-Unis, c'est pour faire vraiment du trafic intérieur aux États-Unis et pour remplacer les transporteurs qu'ils utilisent actuellement, parce qu'apparemment actuellement ça leur coûte les yeux de la tête. Ils étaient à 8,7 milliards de dollars en 2014, qui coûtait 31% plus cher que 2013. Donc pour le moment leur facture de transport leur coûte un pont et ils veulent aller plus vite que les autres acteurs en gérant ça eux-mêmes. Je pense qu'ils ont le moyen logistique, ils nous ont déjà démontré par le passé qu'ils étaient extrêmement forts. Ils veulent aller contrôler jusqu'au transport entre villes de leurs marchandises. Il reste après le dernier point, à ce que ce soit un gars d'Amazon qui vienne sonner à votre porte. Hein. On n'y est pas encore, mais ça ne pourrait tarder. Oui, ou comme on en avait déjà parlé, une espèce d'uberisation du transport local, quoi. Ce qui est un point sur lequel ils travaillaient aussi, ou le transport par drone. Enfin, ça reste vraiment quelque chose d'important pour Amazon. Faut savoir quand même que pour louer ce genre d'appareil, t'es dans un coût de 700 000 $ par mois, donc c'est pas ridicule, quoi. Clairement. On s'en ferait pas un petit à moi, T'as des trucs à livrer. Le type, il envoie un colis par DHL tous les 6 mois. Ouais, je vais louer un avion. On fera un hors-série sur la location d'un avion. Oui, par exemple, on pourrait faire un vrai podcast dans un avion à ce moment-là. On pourrait même aménager quelque chose, un appartement ou quoi. Enfin bref, ça c'est Amazon qui se développe, qui se déploie et qui. Enfin, là, on sort un peu du domaine high-tech en quelque sorte, hein, parce que ça devient quasiment du business pur et dur, classique, la logistique. F comme oui, on saute quelques lettres, on l'a marqué. F comme Facebook. Et je vais repasser la parole à Xavier parce que il y a eu comme une faille de sécurité chez Facebook. Effectivement, et pas des moindres, puisque tous les comptes étaient piratables. C'est en tout cas ce qu'a découvert Anand Prakash, qui était un chercheur en sécurité, qui a trouvé le moyen de pirater donc n'importe quel compte Facebook. En fait, ça s'est basé sur un système qui fait que l'utilisateur peut récupérer son mot de passe en faisant une demande de réinitialisation. Facebook lui a envoyé alors un code à 6 chiffres qu'il doit saisir pour définir un nouveau mot de passe. Et sur le domaine Facebook, donc www.facebook.com, on avait la possibilité de faire ça un nombre de fois limité, c'est-à-dire 12 fois, pour pouvoir réinitialiser son mot de passe. Après ça, c'était bloqué. Alors, par contre, la version beta.facebook.com, qui est principalement utilisée par les développeurs d'applications, sur cette limite n'était pas là. Et donc, il a suffi de faire un petit script
et d'utiliser la technique de brute forcing, donc qui consiste à générer tous les mots de passe possibles et bombarder pour trouver finalement le bon mot de passe. Et donc le hacker a quand même été sympathique puisqu'il a prévenu Facebook le 22 février qu'il a récompensé de la modique somme de $15 000. Je pense qu'il y a plus à gagner, c'est pas beaucoup, mais il y a plus à gagner en le disant qu'en s'en servant, je pense. De cette Ce qu'on peut se poser faille. comme question, c'est combien de personnes avaient déjà détecté cette faille avant et combien de comptes ont été piratés. C'est la question qu'on peut se poser, effectivement. Quand on voit de temps en temps des amis qui, tout d'un coup, deviennent les porte-parole de quelqu'un qui veut nous prêter de l'argent à condition qu'on lui en donne beaucoup avant, c'est des fois très surprenant, très honnêtement. Et donc, voilà. Peut-être ce genre de choses-là qui a donné accès à des vilains pavots, comme on dit. On reste à la lettre F, non plus comme Facebook, si, encore comme Facebook, mais on repasse la parole à Seb pour parler de Mark Zuckerberg qui s'est payé une boîte qui s'appelle MSQR. MSQRD même, j'ai oublié un D. Ah, MSQRD, ok. Mascarade. Et si vous suivez notre ami Mark Zuckerberg, ce matin, donc ce 10 mars, il publiait une vidéo pour annoncer le truc. Je sais pas si tu l'as vu, Marc. Oui, avec le casque d'Iron Man, c'est ça ? C'est ça, avec le casque d'Iron Man, où il avait l'air honnêtement un con sur la vidéo. C'était un peu crétin, oui. C'était un peu crétin, mais voilà, il était très fier de son achat, et ça je le comprends. Il a acheté une boîte pour la modique somme de, on ne sait pas parce que ça n'a pas été annoncé, mais une rumeur précédente disait que la boîte était à $117 millions, ce qui n'était pas si cher au final. Ils ont déjà acheté des trucs beaucoup plus chers que ça. Et c'est plus difficile de finir ces phrases, on manque de souffle là au bout. Ah, tu vois, c'est ça. Hein. C'est pour ça que je fais. Et donc ils ont racheté ce truc. Et ce truc, ça fait quoi ? Ça te permet de faire des effets sur les vidéos. Donc le but étant de réutiliser cette techno dans Messenger, et quand tu envoies une vidéo à ton copain, tu te rajoutes les yeux agrandis pour avoir l'air d'un idiot, ou le casque d'Iron Man pour avoir l'air d'un super-héros, ou je ne sais pas, un truc des oreilles de lapin sur la tête pour avoir l'air encore plus débile. Donc on peut pas dire qu'on avance vraiment d'un point de vue technologique vers quelque chose d'exceptionnel d'un point de vue intellectuel, même je dirais plutôt d'un point de vue technologique, c'est vrai que c'est pas mal, mais il y a des webcams qui font ça depuis un certain temps. Il osait pas trop bouger la tête quand même, il était un peu raide du coup. oui, si tu vois que ça bougeait un petit peu autour de sa tête, ça clignotait un peu, donc, mais voilà, c'est des technos qui existaient sur des webcams Logitech, pour ne citer que il y a 10 ans. Les petits plugins aussi qu'on rajoute sur la webcam, machin, etc. Voilà. Ça reste quand même pas mal, enfin, il y a de la logique derrière, il y a du calcul d'images à la volée, c'est quand même, il faut le reconnaître, c'est quand même plutôt pas mal, mais c'est juste du gadget, quoi. Oui, voilà, c'est pas ça qui va changer la face du monde. Ils sont en train de se battre pour le moment au niveau de la messagerie instantanée. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, que ce soit Facebook, que ce soit Snapchat, que ce soit WhatsApp, Instagram, et machin, ils sont tous en train de se battre au niveau de la messagerie instantanée, y compris Twitter aussi. Donc ils vont pousser là-dessus vers plein de nouvelles fonctionnalités. Je suis pas sûr que celle-ci soit effectivement la fonctionnalité qui décide à quelqu'un d'utiliser Messenger plutôt qu'un Snapchat ou que sais-je. Mais voilà, ça amusera certainement les foules d'avoir des oreilles de lapin pendant qu'ils envoient un message à leurs amis sur Facebook. Oui, peut-être, ou pas. C'est le truc, je trouve que c'est... Marc te dirait sans doute la même chose, c'est le niveau 0 de la crétinerie avec le selfie. Parce que ça contribue un petit peu au même délire. Hein. Mais ça va fonctionner, je suis sûr que ça va fonctionner. Ah oui, il y a des chances. Ouais. Et justement, puisque tu parlais de Messenger, de Facebook Messenger, l'application débarque sous Windows maintenant. Oui, et sous Windows 10, pour refaire le point avec la première question de notre ami Cubignol, effectivement, dans un event pour la Surface, il y a des trucs qui sont apparus sur un écran en disant « Tiens, il y a un Messenger en bêta pour Windows 10 ». Donc les gens ont analysé un petit peu ce qui se passait et ils ont été voir, et effectivement, on aurait un client officiel pour Windows 10 natif pour aller sur Messenger. Alors l'intérêt est quand même plutôt limité dans le sens où tu as un accès à Messenger sur ton Windows à partir de n'importe quel navigateur, mais il est vrai que si tu parles d'ergonomie, si je prends le site de Facebook,
site de Facebook, il fait quoi, $1000? J'ai pas fait gaffe, mais à tout casser, mon écran en 1600, j'ai quand même beaucoup de blanc sur le côté. Pour une discussion, c'est pas toujours forcément pratique. Et ici, effectivement, sur un client natif, tu pourrais profiter de tout ton écran, profiter de aller facilement d'une discussion à l'autre, faire des drag and drop et compagnie. Donc il y a moyen d'aller un petit peu plus loin en natif que ce qu'ils savent faire dans un navigateur, même si on s'est déjà poussé très très loin au niveau du navigateur. Et donc je ne suis pas sûr qu'ils auront un succès extraordinaire. N'empêche que c'est à souligner parce qu'il y a très peu d'autres sociétés qui continuent à faire des clients natifs pour de la discussion instantanée. WhatsApp, il y en a pas. Il y a une société qui fait un équivalent, mais ce n'est qu'un navigateur web dans lequel tu as l'accès au web.whatsapp.com. Voilà, mais ici c'est. Est-ce que ça ferait pas Est-ce que ça ferait pas un petit peu double emploi aussi avec les notifications dans Chrome par exemple, parce que finalement quand on, sans être logué nécessairement, je pense, enfin si en étant logué à Facebook, mais pas nécessairement la page ouverte de Facebook, si on s'adresse à nous, on a une petite notification qui s'affiche en bas de l'écran, que même si Chrome est fermé. C'est ça, oui, Chrome le fait, Firefox le fait, on l'avait annoncé d'ailleurs, et c'est assez récent, hein, ce genre de fonctionnalité. C'est aussi sur Android, sur mobile. Si t'as pas installé Facebook mais que t'as été sur le site web, tu peux continuer à recevoir des notifications par après. Donc oui, ça l'est, c'est complémentaire. Je pense pas que ça va révolutionner Messenger. Moi, je trouve pas ça une mauvaise chose non plus, parce que je préférais un client natif et pas me casser la tête à avoir Facebook ouvert dans un tab de mon Firefox qui bouffe 2 gigas de mémoire. Donc au moins j'aurais un client natif pour ça. Je trouve pas ça si mal. Il y avait des intégrations déjà natives qui essayaient de se faire avec Skype. Je sais pas si elle est encore maintenue, celle de Skype non, je pense et de Facebook. Je pense qu'ils ont arrêté. Ils ont arrêté, c'est très tôt. Ça marchait pas extrêmement bien. Donc voilà, je trouve c'est à noter. Il n'empêche que c'était pas juste une rumeur. Les gars de Facebook ont confirmé qu'il y a quelque chose en préparation, mais que c'était pas encore le moment de partager plus d'infos sur ce qui allait arriver. Ok, voilà. Bon, sans plus alors pour l'instant, on va dire. On passe à la lettre G comme Google. Xavier, Google va nous aider à partir en vacances et c'est une bonne idée, ça. Exactement, on en a besoin. Donc en fait, Google va se lancer dans un nouveau marché puisqu'ils veulent concurrencer les agences de voyage en quelque sorte. Ils ont lancé une fonctionnalité qui s'appelle Destination et qui est disponible sur les mobiles, qui va vous permettre en fait de comparer directement des prix, les disponibilités des hôtels ou des vols, de fournir des idées d'activités sur base de vos activités favorites. Le système va par exemple aussi vous permettre de trouver un deal en fonction de critères comme le mois et la durée. Donc il va vous proposer automatiquement ça à partir de votre mobile et de fournir par exemple une estimation de budget pour l'ensemble de la durée de votre séjour. Donc c'est vraiment des services qui sont donnés par des agences ou des sites comme TripAdvisor ou ce genre de choses. Et donc c'est une concurrence directe et ça va être intégré complètement maintenant à Android par exemple. C'est pas mal encore, je trouve. C'est un chouette service. Ça a l'air d'être bien foutu en plus. Ça va être très simple à utiliser en plus. Donc il suffit de taper la ville ou l'activité qu'on veut faire dans une ville, suivi de destination pour voir débarquer les petites recommandations. Juste une petite parenthèse par rapport à Google et ce qu'ils savent faire quand ils veulent bien. Il y a une page, j'ai oublié l'adresse, et je m'en excuse. J'essaierai de la remettre dans l'article si je la retrouve, qui parle des élections américaines avec les différentes tendances, parce qu'on sait qu'ils ont des outils pour analyser les recherches, etc. Donc tout ce qui est trends sur le moteur de recherche sont analysés, compactés avec des articles mis en avant, etc. Ça a l'air très très bien foutu. J'avais regardé comme ça en survolant cette information-là et j'ai pas eu le temps malheureusement de m'y pencher plus. Mais si ceux qui s'intéressent aux élections américaines, ça peut être un indicateur alternatif à ce qu'on nous donne chez nous comme information, qui sont souvent limitées aux écarts de Donald Trump et moins à l'aspect plus politique peut-être de l'événement. Donc voilà, s'ils pouvaient le faire aussi pour les élections belges, ce serait une page qui durerait dans le temps, si j'ose dire. On reste à la lettre G, si vous le voulez bien, et on va rejoindre Seb pour parler d'Android. Puisqu'on est toujours chez Google, Android N qui débarque déjà en preview pour les développeurs. Ça, c'est une bonne nouvelle.
Oui, et c'est une nouvelle qui a étonné toute l'androidosphère, si je peux dire, ou un truc comme ça, parce que l'Android Marshmallow est à peine déployé. Il a été annoncé l'année passée, mais aujourd'hui dans les devices, on est dans les 3% de devices qui l'ont installé. C'est assez logique parce que la plupart des devices, enfin c'est logique. J'aime pas trop le principe, mais si on prend des marques comme Samsung a sorti ce mardi le Galaxy S7 et le Galaxy S6 a reçu la mise à jour pour Marshmallow lundi soir vers 23h. D'accord. Donc tu vois, c'était vraiment juste pour dire, t'as qu'à attendre la sortie du S7 pour avoir Marshmallow et les années précédentes, ils faisaient même les updates quelques jours, quelques semaines après. Et la plupart des fournisseurs, des équipementiers, ont ce genre de jeu à pousser les sorties pour pouvoir revendre leur nouveau matériel d'abord. Donc voilà, on est toujours qu'à 3% de Marshmallow et ça n'a pas empêché Google de déjà sortir une preview bien avant Google I.O. Qui se fait en mai normalement. On avait annoncé la date, je sais plus, oui, ça doit être en mai, quelque chose comme ça, avec quelques nouveautés déjà pour les développeurs. Alors c'est les toutes premières versions, donc on n'est pas encore à des énormes listes de nouveautés magnifiques, ça ne l'est plus de toute façon, maintenant c'est surtout des évolutions, mais il y a des trucs qui sont quand même très intéressants dans ce qui vont arriver. J'ai lu déjà un petit peu sur au niveau des notifications par exemple. Les notifications aujourd'hui sur Android ne prennent pas tout l'écran et ont pas mal d'espace. Ils ont décidé de revoir le look and feel des notifications pour prendre plus de place, permettre d'avoir plus d'infos là-dessus, mais aussi de regrouper les notifications, c'est-à-dire Gmail, si tu as 10 mails, eh bien tu vas pouvoir avoir des informations sur les 10 notifications, mais dans une seule notification. Aujourd'hui, c'est encore un petit peu compliqué d'avoir toutes ces infos, mais surtout, tu vas pouvoir rentrer dans la notification pour pouvoir avoir une action. Donc Gmail, tu vas pouvoir aller répondre à ton truc, tu as une alarme, tu vas pouvoir les désactiver. Aujourd'hui, c'est assez limité. Il y a juste dans Waze, où je sais que tu sais couper Waze, et en dehors de ça, dans les notifications, c'est très light. Donc tu vas pouvoir commencer à interagir, à faire des archives, lire un bout de ton mail, répondre à ton mail dans tes notifications. Donc en t'évitant d'aller à chaque fois ouvrir toutes tes applications, c'est pas mal. Au niveau des raccourcis qu'on voit au-dessus aussi toujours pour aller sur le Wi-Fi, Bluetooth, enfin couper Wi-Fi, allumer le Bluetooth et compagnie, eh bien là aussi il y a des améliorations qui sont prévues. Pour le moment, vous envoyez en général suivant les téléphones 4-5 au-dessus, et avec une petite manipulation suivant les marques, vous pouvez en avoir un petit peu plus, mais ça reste limité à une dizaine de possibilités. Eh bien, dans la prochaine version, on pourra avoir plusieurs pages de raccourcis pour pouvoir aller plus loin, genre avoir un bouton pour passer de 2G à 3G à 4G, etc. Aujourd'hui, tu dois aller dans les préférences et dire non, là maintenant je veux de la 4G, maintenant je veux de la 3G et compagnie. Dépendant un peu des surcouches aussi. Hein, tout à fait, ouais. Et donc ici, il y aurait plusieurs pages et tu pourrais réorganiser au niveau de l'OS. Hein. La plupart des surcouches, Samsung le fait, mais c'est pas de base dans Android. Et ils reprennent pas mal d'idées de tous les gars qui font des téléphones. Hein. Donc ils reprennent les bonnes idées pour le mettre pour tout le monde, c'est pas plus mal. Ouais. Et il y a le gros truc qui est attendu depuis très longtemps, qui était annoncé sur Android M, Marshmallow, et qui va enfin être officiel sur cette fois-ci, c'est le fait d'avoir du multi-fenêtre. Donc on va enfin pouvoir avoir 2 fenêtres en même temps, et que ce soit officiel par Android et pas sur les surcouches. Parce qu'en surcouche, Sony le fait, je pense, Samsung le fait déjà depuis plus d'1 an, etc. Mais ça reste des surcouches un petit peu modifiées par les... c'est vrai qu'avec les tailles d'écran qu'on a maintenant, ça justifie complètement, quoi. Oui, il y a moyen sur mon téléphone, je le fais de temps en temps, sur les tablettes, c'est pas mal. Et puis, ils doivent répondre, hein. iOS l'a fait l'année passée et ça fonctionne pas si mal. Ils vont aussi prévoir tout ce qui est picture-in-picture, donc de pouvoir faire non seulement plusieurs applications, mais aussi une application fenêtrée, une petite vignette qui te permet par exemple de regarder la télé en streaming pendant que tu es en train de surfer sur le web. L'application, je fais une petite parenthèse, l'application YouTube permet ça, j'ai vu. Oui, Je l'ai remarqué il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Mais sauf si je me plante, ça reste dans YouTube. Ça reste dans YouTube, oui. Mais il y a moyen de naviguer dans YouTube, d'aller lire les commentaires par exemple, tout en ayant en petit, en vignette en dessous, le player qui continue à tourner. Ici, le but étant de sortir de l'application.
Oui. Carrément. Donc, de continuer à voir ta vidéo, mais d'aller en dehors. Ce qui est pas mal. Ouais, c'est bien aussi. Voilà. Ouais, bien sûr. Donc, si vous avez des téléphones compatibles, en gros, c'est la gamme Nexus, et que vous vous sentez prêt il y a moyen d'accéder assez facilement aux bêtas. Si ça plante, faut pas nous en vouloir. C'est comme ça, c'est des bêtas, c'est prévu pour les développeurs. C'est pas parfait. Cubignol, non, on ne revient pas en arrière. Voilà. Non, est-ce que je vois la question venir? On peut pas. Il va chipoter un dimanche après-midi parce qu'il s'embête, et puis voilà. Et c'est foutu après, ton téléphone est foutu. Donc, il n'est pas vraiment foutu. Il y a moyen, à mon avis, de réinstaller un noyau, enfin quelque chose de. Oui, mais ça, ce sera pour compléter tout ton week-end suivant. Oui, c'est ça, ce sera pour il faut prendre des vacances pour y arriver, sans doute. Ben voilà, c'est plein de bonnes nouvelles. C'est vrai que souvent, on voit des choses que, surtout, j'avais vu des choses qui avaient été imaginées dans Cyanogen et qui remontaient dans les dernières versions d'Android. C'est vrai qu'ils s'inspirent beaucoup de ce que font les surcoucheurs, on va les appeler comme ça. Ok, on passe à la lettre K comme Kickstarter. Ça, on aime bien, hein. Les petites nouveautés un petit peu folles ou les dernières innovations technologiques. Ou très prometteurs, les dernières innovations technologiques qui se proposent d'être financées par le grand public. Enfin, le grand public. C'est pas, je suis pas sûr que ce soit le grand public qui aille mettre des thunes comme ça. C'est des gens un peu comme nous, un peu fous, je pense aussi. Mais enfin bon, bref, il y en a pour aller mettre des thunes sur des projets comme celui dont tu vas nous parler maintenant, Xavier. Voilà. Seb Marc, est-ce que vous vous souvenez de Logo ? Logo, c'était le langage Logo, c'est ça ? C'était la petite tortue, c'était un petit langage de programmation qu'on a tous découvert sur Commodore. Qu'on a évoqué dans un hors-série avec Benoît quand il avait parlé de ces petits robots que l'on peut commander via un iPad. Exactement, voilà. Mais c'est très proche. Allez tout droit 5 cm, tourner à gauche 3 cm. C'est ça, c'était une petite tortue qu'on orientait dans une certaine direction. On lui disait d'avancer. C'est toujours utilisé. Voilà, on avançait dans un certain nombre, une certaine distance, on pouvait faire des boucles, etc. Ouais. Alors, Seb avait fait un test, je crois que c'était Seb qui avait fait un hors-série sur un petit jeu sur le même principe. Eh bien, ici, on reprend le même modèle et on va faire ça, mais pour des enfants déjà à partir de 3 ans. Ah oui. Donc, c'est un petit kit qui est vraiment très joli. Pour ceux qui le voient à l'écran, c'est des couleurs pastel, c'est vraiment très bien fait. C'est composé d'un petit tableau qui va servir à déposer des 4 petits objets de couleurs différentes qui vont être, par exemple, avancer tout droit, tourner à gauche, tourner à droite ou rentrer dans une série de fonctions. Et ces ordres vont permettre à un petit objet qui est une forme de cube sur roulette de se déplacer sur un tapis. Qui représente différents éléments et donc un certain scénario. Et donc les enfants vont pouvoir découvrir sans même avoir l'habitude de jouer avec une tablette, sans même savoir lire. Ils vont commencer à se familiariser avec un langage de programmation puisqu'ils vont pouvoir scénariser des ordres, tourner à gauche, avancer, aller tout droit, répéter certains ordres. C'était l'idée de Logo, de la tortue Logo. Exactement, donc c'est un logo, mais fait vraiment pour des enfants en très bas âge et sans toucher un objet électronique. Vraiment, cette idée effectivement de créer un scénario, de créer et d'avoir un premier type de langage de commande. Quoi. Donc ça se présente vraiment comme un jouet. C'est vraiment très très joli. C'est en bois ? C'est du bois et du plastique, je pense, une combinaison des deux. Et donc c'est pour le moment sur une campagne Kickstarter. Leur objectif était de lever $100,000 et ils sont vraiment en train de dépasser cet objectif puisque au moment où je vous parle, ils atteignent les $190,000. Ouais, après 27 jours seulement. Et ce sera... non. Après quelques jours. Après quelques jours déjà. Encore 27 jours. Il reste 27 jours, voilà. pardon. Et ce sera disponible dès septembre 2016. En tout cas, c'est ce qui est prévu pour un prix qui devrait atteindre, avoisiner en tout cas les $200. Donc si vous voulez faire de vos enfants en bas âge de futurs programmateurs, peut-être,
ou plutôt programmeur, hein, parce que je vais me faire engueuler. C'est peut-être une bonne idée, en tout cas, de voir comment c'est vrai que c'est un jouet éducatif, une fois de plus, qui est pas bête du tout et qui se rapproche un petit peu de ce dont on parle régulièrement, hein, c'est-à-dire de la programmation, quand même. Ouais. Donc, je sais pas ce qu'il en pense, Sébastien. Lui, ils sont déjà trop vieux, les tiens, pour... oui, ils sont déjà trop vieux, ils jouent déjà assez facilement avec le robot. Et je suis assez étonné à quel point les gosses évoluent rapidement et comprennent ça beaucoup plus vite que toi, parfois. Ouais. Donc non, ils sont déjà assez bien avec les robots. Oui, c'était des robots qui étaient supposés rouler et ils en ont fait des drones. Voilà. C'était Go, le truc s'appelait Go. Oui. C'était Dash et Dot. Dash et Dot, c'est ça. Oui, je pense que c'est un jeu qui peut très bien venir avant de passer à l'étape suivante. On va avoir tous les âges, jusqu'à l'Arduino. Il y a Kano après. Et Kano, oui, il y a Kano. Tout ça, on a déjà fait. Je le signale à tout le monde. On a déjà fait des hors-séries sur tout ça, hein, sur Dash et Dot, on a fait. Kano, on a fait. Maintenant, on parle de Cubetto, C-U-B-E-2-T-O. Voilà une chouette idée, peut-être. C'est mon petit coup de cœur. Voilà, un petit coup de cœur du moment. On reste dans l'univers Kickstarter avec Seb pour des prises qui font aussi leur évolution sur Kickstarter. Ouais, c'est con, hein, une prise de courant. Ouais. Et je trouvais aussi, et puis je suis tombé sur cette campagne, et je me dis putain, c'est bien leur truc. Désolé si je suis grossier là-dessus, mais c'est beau, c'est simple, et je me dis merde, pourquoi est-ce qu'on n'a pas déjà ça, on n'a pas déjà ça que des grandes boîtes d'électronique n'ont pas déjà fait ce genre de truc tellement c'est con. Des sociétés qui proposent justement, enfin je pense à des Vinquier ou Legrand ou tu vois des sociétés qui fabriquent des prises et des rallonges et des Nico. Donc on est ici devant quoi ? Ce sont des adaptateurs en fait. Hein. On est devant. C'est plus que des adaptateurs. C'est plus que des adaptateurs. Vous avez ce multiprise de 10 prises devant vous pour pouvoir brancher votre écran, votre PC, votre machin, votre laptop. Et ce truc est toujours aussi con depuis des années. C'est une prise et il y en a 10 derrière. Ouais. Eh bien, par contre, quand vous allez y brancher, eh bien, votre GSM, votre tablette et votre webcam en USB ou que sais-je, eh bien, pour pouvoir avoir le jus, à chaque fois, vous allez avoir un adaptateur qui est pas optimal, parce qu'à chaque fois, vous transformez votre 220 en 12 volts. C'est stupide, ça prend de la place et ça perd de l'énergie. Eh bien, ici, les gars, ils se sont dit, on sait pas faire une réglette de 10 qui soit utile à tout le monde. Il faut faire des blocs, un petit peu comme des Lego. Et vous avez donc la prise que vous mettez au mur, qui est le premier bloc. Le câble. Le câble, hein, ça c'est le. Qui, lui, ne va pas bouger, en fait. Hein, non, mais il t'en propose plusieurs. Il te propose la version anglaise, la version européenne, la version etc. Et donc, tu peux, en achetant juste le câble, eh bien, reprendre tout ton ensemble et partir en vacances avec. Ouais. Parce que quand tu pars en vacances, t'es toujours aussi bien emmerdé pour brancher tes trucs que c'est pas des prises européennes. Ouais. Et donc, après ce câble, tu as une série de modules que tu peux assembler les uns derrière les autres pour pouvoir y mettre ce que tu as besoin, à savoir, tu peux avoir des prises européennes, bien évidemment. En triplette. En triplette, tu peux en avoir une seule si tu veux avec 2 prises USB, tu peux avoir des prises US, tu peux avoir juste des prises multi-USB. Tu peux avoir, et alors là il pousse un petit peu plus loin parce que on ne s'arrête pas à des prises. Ah oui, il y a autre chose aussi. Ouais, tu peux avoir des petites lumières, tu peux avoir un speaker wireless, enfin, tu peux avoir du chargement sans fil, tu peux avoir aussi des senseurs pour sécurité. Alors, je sais pas ce qu'ils vont mesurer là-dessus. Tu peux avoir aussi des protections sur tension, tu peux avoir etc. Et donc tous ces petits modules, tu peux les assembler et faire ton gros bloc qui au final fait tout ce que tu as besoin, mais avec beaucoup moins de prises parce que en fait ils ont inventé la prise universelle, enfin le connecteur universel. Ça c'est ce qui arrive au câble et ce qui est de l'autre côté de la petite boîte en question. Et puis après on fait son marché, on met ce qu'on veut. Si on voyage beaucoup, on va prendre un deuxième câble avec, tu le disais, un connecteur US. Et puis mais on gardera ses habitudes et ses petits boîtiers qui vont bien. C'est plutôt pas mal. Il faut juste faire attention au voltage parce que aux États-Unis c'est du 110, je le rappelle. Donc il faut quand même faire attention à quelques détails. Mais de notre côté, c'est super bien pensé. Je sais pas ce que tu en penses, Xavier. Mais oui, je suis en train de regarder. Effectivement, c'est pas mal. Le seul point que je saisis pas trop, c'est
la fiche de départ, elle ressemble à quoi? C'est parce que on disait si tu voyages et que tu veux te déplacer, tu vas avoir des formats de prise différents. Donc la fiche que tu branches dans le mur, elle ressemble à quoi? Ah bah ça, après tu choisis. Il y en a plusieurs. Tu choisis. Au départ, tu choisis une prise. Au départ, tu choisis. Tu prends une prise européenne, tu prends une prise américaine, et puis après, toutes les autres que tu emboîtes viennent sur ce premier module. C'est comme une allonge. C'est ça qui est génial. Ouais. C'est comme une allonge, sauf qu'après, tu choisis la base sur laquelle, si tu as besoin ici, par exemple, nous deux, on a besoin que de 2 prises d'alimentation, on prend une boîte, là, il n'y a pas, en l'occurrence. Allez, on prend un bloc de 3, on a une triplette. Alors, ça va faire la triplette peut-être un peu chère, si c'est juste une triplette. Par contre, mon câble, je vais aussi l'utiliser pour, au bureau, charger mon GSM. Donc, je vais prendre la petite boîte avec les 4 trucs USB. Et puis, je trouve ça plutôt... Oui, donc on va prendre un câble pour la France, un câble pour la Belgique, un câble pour l'Angleterre, par exemple. Et puis après, tous les éléments en bloc derrière sont universels. Ça va coûter, non Oui, alors ça va coûter. C'est vrai que le truc est relativement cher. Avant de casser votre plaisir et d'arriver sur le prix, il y a d'autres modules qui sont en préparation. Ils ne sont pas encore tous là. Ça ouvre plein de perspectives. Il y a encore des trucs, des modules pour mettre des répéteurs Wi-Fi, etc. Là où ils vont pas rigoler, c'est qu'il va quand même falloir faire agréer tout ça un peu partout dans le monde. Alors, le problème de l'agréation est justement le pourquoi ils viennent sur Kickstarter. Ils ont très bien détaillé tout ce qui était pricing et de pourquoi ils avaient besoin d'argent. Ils espèrent être en production, donc livrés en février 2017, et ils estiment avoir besoin d'une vingtaine de milliers d'euros pour pouvoir faire la certification, ce qui est presque la moitié de ce qu'ils cherchent sur la campagne. Ils cherchaient 50 000 euros et ils en ont déjà recueilli 120 000, donc il n'y a pas de problème, le projet va se faire, ils auront largement assez d'argent, et d'ailleurs c'est tant mieux, c'est des Européens, c'est des Allemands, c'est des Munichois, je pense. D'accord. Au niveau des prix, je prends juste un exemple au niveau du prix. Si tu prends pour $60, tu as droit à 2 prises murales et 4 modules de ton choix dans la couleur, couleur de ton choix pour les deux bases. Donc 4 modules plus 2 bases, c'est 60 €. Donc c'est vrai que c'est pas forcément donné pour une prise. Non. C'est les premières, le premier à avoir eu cette idée, et on peut espérer que d'autres emboîtent le pas ou rachètent cette société pour pouvoir utiliser ce brevet et démocratiser l'outil, parce que c'est 3 gars dans une cave en Allemagne, ils savent pas non plus aller préparer ça, fabriquer ça à des millions d'exemplaires en Chine. En tout cas, au niveau sécurité, je suis rassuré, parce que je pense que ce sont les Allemands qui ont les normes les plus strictes en matière d'électricité et de sécurité d'appareils électriques. Donc là, de ce côté-là, on devrait être tranquille. J'aurais été plus inquiet avec des Chinois, par exemple, sans vouloir être méchant, mais chaque pays a ses normes, et je pense que les normes allemandes, en tout cas c'était le cas avant, sont parmi les plus strictes au monde. Donc ça devrait, si ça passe là, ça devrait passer partout, c'est ça que je veux dire. Un chouette truc qu'on a encore découvert sur Kickstarter. On y va de temps en temps, on aime bien. On passe à la lettre S. S comme Seagate, avec une annonce de SSD les plus rapides du monde, Xavier. Voilà. Donc dans le dernier épisode dans lequel j'étais présent, on avait annoncé qu'ils allaient présenter le SSD avec la plus grande capacité. Donc on parlait de 15 Tera. Il y a quelques semaines, et maintenant ils annoncent le SSD le plus rapide du monde, qui va doubler la vitesse actuelle. Donc actuellement on est à 5 gigas par seconde. Pour un modèle d'Intel, ils vont passer à 10 gigas par seconde, et pour arriver à ça ils vont combiner 3 technologies. Alors je vais résumer fortement pour la partie technique. En fait, ils ont assemblé 4 SSD sur une carte qui utilise une autre technologie, mais qui va surtout se connecter en PCI Express pour arriver à cet exploit. Alors on ne connaît évidemment pas encore le prix, qui lui devrait aussi être très très élevé. C'est bien, pour ceux qui font de la vidéo, c'est la possibilité d'enregistrer plusieurs flux 4K sur le même disque. C'est quand même très étonnant. Bien souvent, ce genre de choses, c'est plus un exercice de style qu'autre chose. C'est impayable. En gros, c'est plus une démonstration technique. C'est vers ça qu'on va. Ce sera probablement accessible d'ici quelques temps, mais pas là tout de suite, quoi. Si ?
Ça va être disponible déjà cet été sur le marché. Maintenant, effectivement, je pense que ça va être réservé à des applications très très précises, comme tu dis, le montage vidéo, peut-être dans des supercalculateurs, des choses, ou des centres de serveurs, et ce genre de choses. Mais c'est en tout cas pas pour tout de suite qu'on l'aura dans son PC. Je vois déjà Sébastien qui se dit j'achète. Effectivement, pourquoi si en plus il pouvait faire genre 20 Tera ou un truc comme ça, tu vois. Je pensais 20%. 20%, ouais. C'est pour 2. Si j'en prends 2. Faire une petite remise, c'est possible. Pourquoi pas, effectivement. C'est une campagne Kickstarter. Seagate n'en est pas là. Donc voilà. C'est donc le backer. Le SSD plus rapide du monde. Donc voilà. Ça, c'est... Mais j'ai pas de PCI Express sur mon laptop. Ah, ça c'est bête. C'est dommage, je pourrais pas. Je dois racheter un nouveau laptop. De toute façon, il rentre dans mon laptop, mais il rentre pas dans un MacBook. En plus, oui. Dans le sien, c'est possible, parce que c'est une armoire, c'est un meuble. C'est un transportable. C'est un transportable, c'est ça. Allez, on passe à la lettre S encore. S comme social, ce coup-ci, on n'avait pas assez avec Facebook là tantôt. Sébastien, non. Le streaming devient encore plus intéressant. Tiens. Nom. Oui, ça va pas. C'est Nom, le nom du truc. Mais je ne sais pas pourquoi. C'était pour manger. Nom. Je trouvais ça sympa. J'allais dire non, c'est pas. Mais si, c'est le nom. C'est Steam Chain, donc c'est quand même un asiatique qui nous sort ça. Donc c'est un ancien de YouTube, le cofondateur de YouTube qui sort ça. Donc c'est pas un truc qui va faire pouf. Normalement, ça devrait être quelque chose de correct et qui devrait avoir son certain succès. En tout cas, les gars qui sont derrière, ils sont pas pauvres. Et ils sont pas débiles, ils ont déjà juste levé 4,7 millions de dollars pour lancer l'idée. Et l'idée, c'est quoi ? C'est d'être le Twitch de la bouffe. D'accord. C'est quoi le Twitch ? Le Twitch, c'est de pouvoir vous filmer en train de jouer et de diffuser ça à tous vos copains. Et ben là, ici, c'est pareil. Quand t'es en train de faire cuire la dinde, eh bien, tu pourras te filmer et partager avec tes copains et ils pourront tous te dire elle est trop cuite ta dinde. Ou combien de minutes t'as mis pour la dinde, ou comment t'as fourré la dinde. Bon, comment t'as fourré la dinde, c'est encore facile. Et donc, voilà, c'est ce qu'ils espèrent faire, le réseau social pour diffuser tes préparations culinaires dans ta cuisine. Donc on est vraiment sur des trucs personnels, on est de nouveau sur voilà, Monsieur Tout le Monde qui fait sa star pour préparer sa salade et son repas du soir. On va avoir de nouvelles stars dans les cuisines, et il y a plein de gens, il y a plein de femmes ou de chefs qui font les démos sur des sites web, sur des blogs, qui font des photos à tout va. Et c'est vrai que ça manque un petit peu d'interactivité, donc je suis sûr qu'il y a un gros public pour ça. Moi, ça me fait un peu sourire parce que mes talents culinaires, ça se résume à appuyer sur un bouton sur le micro-ondes, donc ce serait assez chiant comme programme. mais c'est la même chose pour Twitch, je me vois pas jouer sur ce genre de truc non plus. Mais donc voilà, le truc va arriver, je pense qu'il est déjà lancé ou va arriver incessamment sous peu, et on pourra donc aller... non, le site existe déjà, donc il est déjà là. On peut commencer à aller présenter sa bouffe. Très honnêtement, moi je trouve ça pas mal. Parce que, moi j'avais pas pensé à la bouffe, mais sur Twitch par exemple, on parle souvent des jeux vidéo, j'ai vu que quelqu'un proposait des démonstrations, il explique comment dessiner un visage, etc. C'est un dessinateur, et je trouvais ça assez bien foutu, assez captivant en fait, de regarder quelqu'un dessiner, et qui en plus explique les proportions, comment on fait, etc. Je trouvais ça plutôt pas mal, une espèce de didacticiel mais en temps réel, et en direct en plus, et donc il répondait aux questions des gens en même temps. Tiens, comment on fait ceci, comment on fait cela, là j'ai utilisé tel type de crayon, voilà. Et là ça peut être la même chose en cuisine. C'est vraiment le but, c'est la vidéo et tout autour l'environnement pour discuter, donc pour poser tes questions, pour échanger, pour machin. Donc ça peut être très intéressant. Moi ça me parle pas, non, mais tu n'irais pas non plus à une réunion de cuisine où on t'apprend à faire une béchamel ou un truc comme ça. C'est la différence majeure avec YouTube, c'est que tu as une interactivité avec la personne qui fait la vidéo. Il y a une interactivité, moi j'apparente ça vraiment au cours qu'on fait à 10 ou 15 autour de quelqu'un qui présente quelque chose, et chacun peut faire sa popote de son côté et s'essayer à ça. C'est plutôt pas mal, je trouve ça. C'est Nom, ça s'appelle. Nom.com, tout simplement. Voilà. On mettra le lien, bien sûr, en dessous de l'article sur lestechno.be. On arrive tout doucement à la lettre W, pas tout doucement, on y est d'ailleurs. W comme
What the fuck, par exemple. Tiens, il y en a cette semaine. Hein, Xavier est tout content. Il est à côté de moi. Il va pouvoir faire mon what the fuck. Allez, Xavier, tu commences avec un robot. Voilà, c'est un robot. Super. Qui a pour but simplement de vous accompagner dans vos soirées solitaires où vous avez envie de boire tout seul. Ça fait peur. Mais donc vous avez envie de boire, mais vous n'avez pas envie de boire tout seul. Eh bien, il y a le petit robot Drinky, dont la seule utilisation est de boire et de vous accompagner donc dans votre... Il faut jamais boire seul. En fait. Voilà, donc c'est pas bien de boire seul. Donc si vous n'avez pas de copain à portée de main, vous avez maintenant un robot qui va pouvoir boire avec vous. C'est un Coréen qui a fait ça. Et donc voilà, santé. c'est le petit truc. C'est ridicule. Mais c'est un robot qui est quand même assez poussé si vous voyez la vidéo. Hein, il est bien articulé, etc. Oui, il pourra faire que boire. Hein. Son seul objectif, c'est de boire. Et quand il a bu, il a les joues qui rougissent. Qui rougissent, effectivement. Et donc rien n'est perdu. Hein, ça tombe dans un petit peu. On voit sa vessie. Oui. C'est rigolo comme tout. C'est mignon. Ça fait penser un petit peu les vieux trucs qu'on avait tous. Enfin, je sais pas si vos parents avaient cette espèce d'oiseau qui piquait du nez dans un verre et qui se remplissait par capillarité. Il y avait un tuyau qui se remplissait, il allait de plus en plus loin. Un genre de truc un peu couillon comme ça. C'est exactement le même genre, sauf qu'ici c'est technologique. Voilà. Mes parents ne m'ont pas initié à me pochetronner, non. Bon, enfin, c'était les parents de mes amis, hein, c'est pas les miens. Chez les amis. J'avais des amis alcooliques. On rappelle qu'il faut boire avec modération. Bien entendu. Mais surtout pour les jaunes comme moi. Oui, enfin, mais c'était de l'eau là en l'occurrence. Bon, allez, Seb, t'en as un aussi. Ah, j'en ai un beau. Oui, c'est Rando. Oui, Rando. Ah, il est pas mal non plus. Je l'installerai certainement pas, mais je trouve l'idée encore plus débile. Alors, c'est une application russe pour votre téléphone qui vous permet, quand vous vous emmerdez, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de temps libre apparemment, d'envoyer un message à vos amis. Alors, il y a deux types de messages possibles. Soit c'est une photo, soit c'est un GIF. Un GIF animé, hein, on voit le truc, un chat qui tombe, machin, un truc comme ça, quoi. Un chat qui sourit ou que sais-je, qui bouffe un hamburger. Sauf que l'application ne vous permet pas de choisir dans une multitude de photos et de savoir à qui vous allez l'envoyer, mais c'est tout le principe de Rando, c'est la roulette russe, c'est des Russes qui ont fait le truc. Il va choisir la photo pour vous et la balancer à un ami pour vous. Et c'est après à vous de vous démerder avec les conséquences de ce qu'il a balancé à vos amis. Ça peut être très très drôle. Quand on s'ennuie. Voilà. Quand on s'ennuie. Alors ça, c'est le GIF, c'est encore assez gentil. Hein, donc il va juste balancer un GIF animé à un de vos amis. Et après, tant pis pour votre vie sociale s'il a envoyé un truc de merde. Hein, à ton boss. Le deuxième, c'est une photo. Hein, donc il va choisir dans les photos que vous avez fait avec votre appareil, une photo à balancer à un de vos amis. Donc vous avez intérêt à avoir des photos décentes sur votre appareil et pouvoir expliquer ce qu'il en était à vos amis. Donc voilà, c'est vraiment, si vous emmerdez, je sais pas si ça va fonctionner. Je trouve ça vraiment hallucinant, mais c'est amusant, quoi. Ouais, c'est rigolo. Ça peut, oui, voilà. Voilà. C'est tellement simple et c'est, voilà, moi je trouve ça plutôt marrant. Après, c'est vrai que les conséquences. Oui, voilà. Hein, vous restez seul, vous avez un petit robot pour picoler avec vous. Les deux vont bien ensemble, je trouve. Il faut commencer par celui de Seb. J'ai eu peur en voyant le titre. Oui, moi aussi j'ai eu peur en regardant ça. On arrive déjà au bout de ce 71e épisode. Petit rappel, la semaine prochaine un hors-série, le lundi qui vient un hors-série encore logiciel libre. La semaine suivante, une fois que nos deux camarades auront bien testé le Samsung Galaxy S7, on fera un hors-série concernant le Galaxy S7. Ce sera après le numéro 72. Donc dans une grosse semaine, vous saurez tout sur cet appareil. Même si vous êtes déjà beaucoup documenté, on l'imagine, à gauche, à droite. Ici, vous aurez l'opinion des technos, ce qui n'est pas rien tout de même. Et c'est gratuit en prime. Merci beaucoup Xavier d'être venu une fois de plus dans ce studio. Salut. Merci également à Seb. Et on se retrouve très bientôt. Au revoir.